Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme Tour de France avec l'étape numéro 4, le débrief de cette étape numéro 4. Étape qui partait de Reims pour aller vers Nancy, plus de 210 km de course, une journée, voilà, on a encore pas mal mouliné sur les vélos, mais une journée où le rythme n'a pas été incroyable, un parcours relativement plat, même quasiment plat, malgré une côte dans les 15 derniers kilomètres qui aurait pu permettre peut-être à certains coureurs d'essayer de s'isoler en tête du peloton, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Journée tranquille parce qu'une échappée qui part dès le début de l'étape avec Offredo Bacart et Michael Schär. Offredo Bacart de l'Aventigroup, Gobert Schär de la CCC. On a même eu Offredo qui a tenté de se relever parce que voilà, deux coureurs dans la même, de la même équipe, dans la même échappée, intérêt quand même limité, mais à deux, ça aurait été compliqué de faire autant de kilomètres. On a eu le sprint intermédiaire. Au sprint intermédiaire, Bacart a pris les 20 points. Schär a pris plutôt les points du classement de la montagne. Et Viviani remporte le sprint du peloton au niveau du sprint intermédiaire, mais il remportera également le sprint final après que les échappés soient repris à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Dans la dernière remontée, victoire de Viviani devant Alexander Kristoff et Caleb Ewan. Sagan est quatrième. Le premier français, c'est Christophe Laporte, 10e. Alaphilippe n'a pas été inquiété dans cette journée. Il garde le maillot jaune et on passe tout de suite au français du jour. Le français du jour, c'est très facile, c'est Christophe Laporte. Christophe Laporte, 10e de l'étape. Correct, parce que c'est vrai que 10e pour une équipe de deuxième division comme Cofidis sur un grand tour, c'est toujours un résultat intéressant. Malgré tout, ça va être frustrant parce qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs dans la manière dont il a fait son sprint, dans la manière dont l'équipe a préparé ce sprint. L'équipe Cofidis cette année a un leader pour le sprint Laporte, mais également un leader pour un classement général qui est Jesus Serrada qui pourrait faire un top 15. Donc l'équipe est un peu divisée en deux entre les coureurs, on va dire plus de montagne, et les coureurs qui peuvent aider pour le sprint, en sachant qu'il y a 2-3 coureurs qui sont quand même des baroudeurs invétérés, par exemple Pierre-Luc Perrichon. Donc du côté de la Cofidis, on n'a pas beaucoup de main d'œuvre pour aider Christophe Laporte. Alors, comment se fait-il qu'il se soit retrouvé quasiment en tête de peloton à 4 km 500 de l'arrivée, alors qu'il n'avait pas la main d'œuvre pour se retrouver, pour continuer à rester en tête pendant autant de kilomètres? C'est là où ils font une première erreur, c'est qu'ils sont devant trop tôt, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de main d'œuvre. Quand vous n'avez pas beaucoup de main d'œuvre, il faut vous mettre en retrait, il faut que vous soyez en deuxième rideau, il faut que vous essayiez de prendre la roue d'un leader, que ça soit Sagan, la roue de Sagan, la roue de Caleb Ewan ou la roue de Viviani, mais il faut prendre la roue de ces sprinteurs-là, il ne faut pas essayer d'être tout devant, parce que vous ne tiendrez pas les distances. Et c'est ce qui s'est passé, c'est le sprinter qui est le plus devant, parce qu'il n'y avait que Ineos qui était devant eux. Ensuite, dans le kilomètre, eh bien, comme il se retrouve tout seul, il se fait un petit peu enfermer, et il fait un sprint de derrière. Donc il remonte bien parce qu'il finit 10e. Or, aux 600 mètres, moi je ne pense pas qu'il pouvait croire à une 10e place, parce qu'il est très loin. Il arrive à finir 10e, mais il ne peut pas prétendre à beaucoup mieux de la manière dont s'est passé son sprint. Donc c'est dommage, mais Christophe Laporte, on sait que c'est un sprinter qui peut être très dangereux en deuxième et en troisième semaine, quand les leaders du sprint seront un peu moins nombreux, quand certains auront abandonné ou perdu de l'énergie dans les étapes de montagne. Attaque de Marlou! Les top coureurs, on commence avec Elia Viviani. Alors Elia Viviani qui remporte l'étape, qui remporte le sprint intermédiaire, qui est désormais deuxième au classement du maillot vert avec 81 points. Je crois que Sagan est toujours en tête, il est toujours en tête, ça j'en suis sûr, mais avec 104 points, c'est le nombre de points. Donc voilà, sprint intermédiaire qu'il a remporté, ça il l'avait déjà fait sur ce Tour de France, mais le sprint final également, un sprint final qui n'a pas été facile pour Elia Viviani, à 2 km 500 de l'arrivée, il est très 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 loin, et puis le peloton s'étend un petit peu dans un virage sur la droite à la sortie d'un rond-point, où ça se resserre, et puis là il arrive à retrouver Julien Alaphilippe qui fait un énorme travail pour lui, ce qui fait que dans le dernier kilomètre il se retrouve devant, on ne sait comment quasiment, mais grâce au travail d'Alaphilippe et un gros travail également du champion du Danemark.
Ce qui fait qu'il se retrouve de nouveau derrière son poisson pilote Richetze. Et puis là, il est très bien emmené, il est devant. Il remporte le sprint facilement, j'ai envie de dire, sans trop de difficultés. Il retrouve enfin la confiance après un mois de mai qui avait été très difficile sur le Giro. On en avait parlé régulièrement dans les débriefs Giro des déboires de Viviani. Et puis, une fois qu'il a son train, Viviani, il fait partie des meilleurs sprinteurs du monde. Le problème, c'est qu'il faut qu'il arrive à trouver son train. Ça avait été difficile sur le Giro. Ça n'a pas été simple sur cette étape du Tour de France. Il y a encore beaucoup de choses à corriger. Mais heureusement, il peut dire merci à Julien Alaphilippe, le maillot jaune, qui a fait un énorme travail pour lui. Deuxième coureur au top, Alexander Kristoff. Deuxième. Bon, il a tout tenté, Kristoff. Il démarre son sprint de très loin. Mais il a la capacité de le faire. C'est un sprinter long, Kristoff. On sait que normalement, ça devait être Gaviria, le leader de l'équipe. Gaviria s'étant blessé, c'est Kristoff qui se retrouve à faire les sprints. Il n'a pas une main-d'œuvre exceptionnelle parce qu'il y a aussi Dan Martin et Fabio Aru dans l'équipe. Donc il n'est pas tout seul, il a également des leaders pour la montagne. Mais avec un ou deux coureurs, lui il arrive à se débrouiller. Et puis il est sorti aux 400 mètres en essayant d'anticiper parce qu'il voyait bien que Viviani était très très bien emmené. Donc il a essayé d'anticiper pour essayer d'enfermer Viviani. Pourquoi pas en faisant que Sagan lance son sprint un peu plus tôt. Bon, ça n'a pas marché, mais voilà, il prend une belle deuxième place. Et puis Kristoff, là aussi, il faut s'attendre à ce qu'il soit présent en deuxième, en troisième semaine, parce qu'il passe très très bien la montagne, Alexander Kristoff. C'est l'un des sprinteurs qui passe le mieux la montagne. Du côté des bonnets d'âne, on commence avec Matteo Trentin, 11e. Vous pouvez s'attendre à mieux pour Trentin, qui s'était imposé une année à Nancy. La dernière arrivée à Nancy, il s'était imposé dans cette ville. C'était pas la même arrivée, c'était un peu moins plat, je crois me rappeler, du côté de Nancy cette année-là. Alors Trentin, c'est pas un sprinter pur à proprement parler, c'est plus un puncher qui est devenu au fur et à mesure du temps sprinter depuis qu'il est à Mitchelton. Malgré tout, le problème c'est qu'il est tout seul. Il n'a pas d'équipier pour vraiment l'aider, Trentin. Donc dans les 5 derniers kilomètres, je le voyais, il était totalement seul. Et là, dans ce genre de cas, vous perdez beaucoup d'énergie et ça lui manque dans le rush final, dans les 400 derniers mètres où il ne peut pas se replacer. Et puis surtout, quand il lance son sprint, il lance pas vraiment son sprint. C'est-à-dire qu'il reste assis sur la selle parce qu'il n'a pas l'énergie pour emmener un plus gros braquet, pour se dresser sur ses pédales et aller vite. Il peut pas, tout simplement parce qu'il a perdu trop d'énergie avant à se replacer seul, dans le vent, le nez dans le vent. Donc voilà, dommage, mais il pouvait pas faire beaucoup mieux aujourd'hui. C'est dommage que la Mitchelton Scott, vu l'équipe qu'ils ont emmenée, ne mise pas un peu plus sur Matteo Trentin, parce que moi je suis pas convaincu, comme je vous l'ai déjà dit, par Adam Yates pour le général. Rick Zabel, du côté de la Katusha, là aussi, 17ème, pas terrible. Alors que contrairement à Matteo Trentin, lui, on a roulé pour lui, c'est le leader de l'équipe. Je sais que du côté de France Télé, on dit que c'est Yann Debuschkereux, sauf que Yann Debuschkereux, c'est un bon coureur, c'est un bon coureur de pavé, mais c'est pas un sprinter. Alors, par contre, Rick Zabel, au niveau du sprint, c'est pas top non plus. C'est un coureur qui, pendant quelques années, a été poisson pilote. Désormais, il est leader chez la Katusha. Je pense que aussi la Katusha misait pas non plus en début de saison totalement sur Isabelle, mais avec le départ de Kittel, il a fallu changer les plans sur ce Tour de France. Bon, Rick Zabel, il y a un gros travail qui est fait autour de lui, mais intrinsèquement, il n'a pas un niveau assez bon pour moi pour emporter ce type de sprint. De là à finir 17ème, je trouve que c'est un peu gros. Il finit quand même derrière Greppel, qui lui aussi n'a pas de train pour l'emmener. Il finit derrière beaucoup de coureurs. Il finit derrière Tennyson, qui fait encore un bon sprint, mais également derrière deux coureurs de la Bahreïn, Mohoric et je sais plus c'était quoi le deuxième. Donc voilà, Zabel 17ème. Il va peut-être y avoir un changement de stratégie pour remettre Debuschkereux sprinter principal, mais bon, je ne vois pas non plus Debuschkereux gagner ce type de sprint, ça me semble compliqué pour lui. On finit avec Michael Matthews, simplement 9ème. Michael Matthews, il l'avait dit, je rappelle ses interviews de début de saison où il dit j'ai travaillé énormément pour être bon en montagne pour Tom Dumoulin. Au final, Tom Dumoulin ne vient pas, donc il fait sprint, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à mieux aujourd'hui, surtout qu'il y avait une côte dans le final, ça pouvait lui convenir. La Sunweb a beaucoup roulé dans la côte, ça n'a pas suffi pour faire lâcher Groenewegen ou d'autres sprinters. Et puis je pense que ce qui fait que dans le final, il se retrouve à avoir un petit manque de main d'œuvre, il se retrouve en deuxième rideau. Michael Matthews n'est pas forcément très très bon en deuxième rideau.
Et donc 9ème alors que Sagan est 4ème, donc il perd des points, surtout qu'il avait déjà perdu des points au niveau du sprint intermédiaire où il avait encore une fois fini derrière Sagan. Il se retrouve maintenant avec 30 points de retard, ce qui n'est pas top pour lui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve demain matin pour faire l'analyse du parcours de l'étape 5 et puis on se retrouve surtout demain pour faire le débrief de l'étape numéro 5 et Saint-Dié-des-Vosges. Colmar, ça va pas être si facile que ça, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur cette étape. Allez, ciao sur l'Amérique Production.